Bonjour, bonsoir, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est ensemble pour 1h, 20h, 21h comme tous les mercredis. Maintenant, on reprend nos bonnes vieilles habitudes et on se retrouve sur Watch pour passer en revue l'actu de cet écosystème Apple qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. Et puis aussi avec de nouveaux rendez-vous qu'on va refaire, dont on va faire de nouveaux numéros avec vous dans quelques instants, avec les copains et les confrères que vous avez aperçus. Ils sont là, ils sont au rendez-vous. Je vais commencer par celui qui a fait l'effort de venir dans ce studio. C'est Jean-Christophe Ving. Salut Jean-Christophe. Bonsoir Benjamin, ravi d'être là cette semaine encore. Eh ben écoute, pareil pour moi, et puis on n'est pas tous les deux tout seuls, puisque comme vous le voyez, on est 4, et on est évidemment bien plus nombreux avec vous, et donc les 4 qui vont pouvoir vous répondre aujourd'hui, en dehors de Jean-Christophe et moi, ce sont deux visages désormais très connus. On va commencer par aller sur la Côte d'Azur avec Eli Abitbol. Salut Eli! Hello, bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde, je suis ravi d'être de retour. Bon, tu nous as fait un tweet médiéval, je t'ai lancé un défi. Eh bien, à défaut de piscine, j'ai ramené une épée, mais une vraie, hein. Bonjour. Ah ouais, c'est pas un jeu, attention, te blesse pas. Tes doigts. Te blesse pas. Donc c'est une authentique épée de Tolède, donc... Et je suis prêt à embrocher quelques sarrasins si jamais ils venaient de passer par le studio. Bon, juste pour ceux qui... Je veux pas que ce soit private joke uniquement, voilà. Tu as une vieille dette envers nous, c'est de faire un jour un direct depuis ta piscine. Absolument. Alors, je t'avais proposé de le faire sous la neige, tu as refusé, je trouve ça un peu petit joueur. Et après ton tweet médiéval, je t'ai proposé de la faire en armure et en côte de maille, tu as refusé encore. Mais c'est parce que j'en ai pas, il faut que j'aille en trouver une. Bon. Et oui, le faire à côté de la piscine, c'était bien, mais je suis allé voir quand même, l'eau était à 2, hein, donc je me suis dit... Encore une fois, petit joueur. Ouais, petit joueur, exactement. Bon, on va pas trop t'en vouloir, on est très heureux que tu sois là, Eli. Merci. En bonne santé, t'es pas pris froid dans la piscine. Et je suis sûr que François Le Truedic est de notre avis, n'est-ce pas François? Tout à fait, très heureux de retrouver Elie ce soir et puis tous vous retrouver pour un nouvel épisode, un nouveau numéro. On a encore plein de choses à voir aujourd'hui, des choses très passionnantes vu qu'il s'est encore passé plein de choses cette semaine. Absolument. Alors, je vous ai parlé de nouveaux rendez-vous. Ces nouveaux rendez-vous, ce sont des chroniques. Chacun a la sienne, certains un peu plus que d'autres aujourd'hui. On va commencer par toi Jean-Christophe, parce que tu viens à la fois avec le test de la semaine. Oui. Alors ce sera un peu de teasing. Alors c'est une caméra compatible HomeKit. Où est-elle? Montre-la. Eh bien, la voici, je sais pas, voilà, la bonne caméra. La Circle de Logitech. Très bien. Dont je vous dirai quelques mots. Et c'est même la Circle 2. Oui, exact. Si on est précis. Tu as raison. Voilà, le test de la Circle 2, c'est dans quelques minutes. On te retrouvera aussi pour ta nouvelle chronique qui s'appelle Vue d'ailleurs. C'est l'actu internationale, on va dire. L'actu internationale, et on a beaucoup parlé du HomePod pendant cette dernière semaine. Il est souvent comparé à Alexa d'Amazon. On verra que tout n'est pas rose chez ceux d'en face. Voilà, on vous dira pourquoi dans quelques instants. Restez bien sûr avec nous. On va aussi demander, on a demandé aussi à François et à Eli de faire leur devoir. Alors, Eli, avec une rubrique dont toi seul pouvais trouver le nom, qui est... La caverne d'Eli Baba. Ah, magnifique. Et donc, que sors-tu de ta caverne aujourd'hui? Alors, aujourd'hui... Que vas-tu sortir? Parce que... Oui. On fait juste le sommaire. Vas-y. Non, mais justement, je t'écoute, je te pose la question. Ok, écoute, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un petit logiciel bien pratique qui répond à plusieurs interrogations qu'on a eues au cours des saisons précédentes et qui est un logiciel de VPN, mais pas que. Justement, vous allez voir, qui est un logiciel de sécurité et de protection de la vie privée. On peut avoir son petit nom? Oui, il s'appelle Freedom, car Freedom, c'est la liberté. Absolument. Voilà, ce sera donc la caverne d'Eli Baba dans quelques instants. Ça va être la première des chroniques de cette émission. Et puis, avec toi, François,
iStory, on a commencé la semaine dernière avec un retour sur l'histoire de l'iPod, non pas Wi-Fi comme tu l'as dit souvent, mais hi-fi, c'était en 2006. Et ce soir, tu nous fais remonter le temps en nous faisant redécouvrir une technologie qui s'appelle... qui s'appelle Firewire. J'ai décidé de rebondir là-dessus parce qu'on en a parlé rapidement la semaine dernière quand tu as fait la démonstration du dock d'OWC. Et du coup, j'ai décidé de rebondir là-dessus pour les plus jeunes et puis pour les nostalgiques de replonger dans le Mac des années 90-2000 en gros. Voilà, donc ce sera iStory tout à l'heure. Évidemment, cette émission, on l'a fait pour vous et avec vous. Le hashtag, vous le connaissez, c'est iWeekTV. Donc envoyez-nous vos tweets, hein. Je pense que vous êtes déjà connectés, déjà au rendez-vous puisqu'on est de retour. Je vois Frédéric, Jérôme, les fidèles sont déjà là. Voilà, les fidèles Jérôme, Joël, Shinji, salut, coucou à tous. Envoyez-nous vos tweets, réagissez, posez-nous des questions. On va commencer par de l'actu, un petit peu d'actu. Et c'est moi qui ai fait les choix. Donc vous ne pourrez vous en prendre qu'à moi si ça vous déplaît. On va commencer avec toi, François, par les rumeurs de Keynote. Et je suis sûr qu'Eli aura son mot à dire. Keynote, potentiellement, avec notamment du MacBook Air. Alors, il y a encore eu un énième rebondissement ce soir. Alors, comme d'habitude, les rumeurs, on les prend avec des pincettes. Mais on évoque de plus en plus le lancement de nouveaux MacBook Air pour remplacer... cette machine qui commence à dater un petit peu puisque le design au final date quand même de 2008, avait été présenté par Steve Jobs. On a évoqué un MacBook Air et ce soir on l'annonce à des tarifs beaucoup plus faibles que le modèle actuel, c'est-à-dire en gros on passerait aux environs de $800 si j'ai bien lu les actus. Donc ça représente quand même une diminution de quasiment $200 du tarif. Donc ça, c'est quand même assez important. Absolument. Eli, toi qui suis toutes ces affaires de Keynote de très près, on parle donc on parle d'un MacBook Air, alors peut-être un peu différent, en tout cas sans doute un peu moins cher, si c'est une bonne nouvelle. Et puis il y a d'autres matériels qui devraient arriver, et là ce serait avant la fin du mois. Oui, normalement avant la fin du mois de mars, on attend des nouveaux iPads Pro probablement, et on a beaucoup de rumeurs sur un nouvel iPhone. Alors on a lu ici et là que ça serait à la WWDC. Et pourtant, moi, ce que j'entends, c'est que ce nouvel iPhone SE, une nouvelle génération de SE, arriverait bien en même temps que les iPads et donc avant la fin du mois de mars. Alors par contre, la question c'est Keynote ou pas Keynote. Si les nouveautés sont suffisamment spectaculaires, Keynote, sinon, simple annonce. Ok. Bon, les deux sont possibles. Oui. Bon. Apple limite le nombre de Keynote, donc il faut que ce soit vraiment spectaculaire pour qu'il y ait Keynote. Ouais. L'année dernière, on avait attendu la WWDC, non ? Alors le SE est né et a été annoncé en mars, mais je ne sais plus si c'est l'année dernière ou celle d'avant. Le MacBook est né en mars il y a 2 ans, donc cette période du printemps est propice aux annonces. Ah ouais. La question qu'on peut se poser, s'agissant d'après ce que vient de dire François, de baisse de tarifs, je vois pas Apple faire un keynote pour un MacBook Air qui est une machine déjà très vieille et pas chère. C'est pas logique. Ouais. Voilà. Si le MacBook, qui est le premier prix Retina, devenait plus accessible, là déjà ça s'intègre mieux dans la gamme. Si c'est juste pour avoir un prix d'entrée beaucoup plus bas dans la gamme MacBook, à mon avis ça ne méritera pas une keynote. Bon, on sera fixé dans pas très longtemps, parce qu'on est déjà le 7, oui, si je ne me trompe pas. Oui. Donc voilà, à suivre. Autre sujet, et alors là, ça me rappelle une caméra invisible il y a très longtemps, dans les couloirs de la maison de la radio. Ils avaient enlevé, dans les couloirs de la maison de la radio, alors je ne sais pas si ça a sans doute changé, mais il y avait des portes battantes, et les salariés avaient l'habitude de les ouvrir en poussant sur la vitre. Et puis un jour, pour faire cette caméra invisible, ils avaient enlevé les vitres. Et donc les gens... passer à travers les portes en fait. Voilà. Donc ça faisait, il y avait eu des scènes assez marrantes. Et en fait, c'est un peu ce qui arrive à l'Apple Park, Eli. Et oui, c'est incroyable. Ce beau bâtiment, et c'est peut-être pour ça qu'il ne laisse pas encore les gens visiter, a des gros problèmes de vitrage parce qu'il est tellement transparent et tellement beau que les gens se cognent dans les parois vitrées, des fois dans les fenêtres pour regarder le magnifique paysage.
Et il a fallu faire même intervenir le SAMU à plusieurs reprises. Et du coup, ça a fait la une même des journaux télévisés de San Francisco en parlant vraiment des problèmes de verre. Et ils ont essayé, alors les employés d'Apple, dans un premier temps, ont essayé de coller des post-it. Elles sont trop propres. Oui, pour ne pas se coller, mais la direction d'Apple les a fait retirer parce que ces post-it de couleur, c'était moche. Et donc, ils ont commandé des dizaines de milliers de petits rectangles translucides qui mettent stratégiquement, mais pas encore partout. Et ça pose des problèmes parce que, évidemment, Johnny Ive n'aime pas du tout qu'on touche à son bel Apple Park en lui mettant des trucs qui viennent gâcher l'ensemble. Ça va pas du tout. Tu m'étonnes, ouais, Jean-Christophe. Si je peux dire un mot en tant que régional de l'étape, il faut savoir que c'est prévu dans le code du travail californien de matérialiser les surfaces en verre pour éviter que les salariés, les clients se fracassent la tête. Donc Johnny Ive est pas content, mais Johnny Ive et le cabinet d'architectes auraient surtout dû relire la loi californienne en matière de bâtiment. C'est énorme. Il faut rappeler quand même que l'Apple Park, je crois que c'est les plus grandes baies vitrées incurvées, c'est ça, hein, ouais, au monde. Ça. Ah. Oui. Donc c'est vrai que en Allemagne. Si on cherche des montants pour comprendre qu'il y a une vitre, on peut le chercher longtemps, sans doute. C'est ça. Et alors, quel rapport avec l'Apple Store de Chicago ? Alors, l'Apple Store de Chicago, c'est assez rigolo parce que c'est aussi un énorme cube en verre avec une sorte de toit métallique qui ressemble un peu à un MacBook Air refermé. Et il fait très froid. Et donc, ils ont des problèmes, c'est que le verre de l'Apple Store de Chicago se fissure. Et comme c'est un verre qui doit faire 50 et quelques mètres de haut, eh ben les fissures sont un peu embêtantes et les fissures commencent à grossir. Donc, et c'est les Californiens à Chicago, ils n'avaient pas prévu le climat. Et donc c'est un peu embêtant pour une boîte comme Apple que le verre de la dernière boutique la plus emblématique se fissure, quoi. Et pourtant, à Chicago, c'est pas la peine d'être américain pour savoir qu'il fait froid l'hiver. Hein. C'est ça. Hein, Jean-Christophe ? C'est ça. Autant à Paris, quand il a neigé il y a quelques semaines, on était tous complètement perdus. Autant on peut imaginer. Non. Les Canadiens ont tort, c'est pas vrai. Ouais. Autant on peut imaginer que n'importe quel contracteur à Chicago aura dit à Apple, attention, il va faire très froid. Ouais. Donc malheureusement, c'est un peu ce que tu disais, Élie. Je trouve que le design, parfois, doit s'adapter aux contraintes de simples mortels. On peut se cogner dans du verre transparent et le froid fait bouger les matériaux. Absolument. Petit tour par Twitter. Joël dit, ça ne nous rajeunit pas. C'est peut-être pour le Firewire qui dit ça. Oui. Joël, précise-nous. Je pense que c'est sans doute lié à ça. Shinji, retour sur les rumeurs de Keynote, dit qu'il voit bien un iPhone SE borderless. Ouais. Et puis Jérôme alias Dardermotus nous dit un iPad Pro avec TrueDepth, c'est Face ID, je suis au taquet. Je crois que Jean-Christophe aussi est au taquet sur l'iPad Pro. Hein. Oui. Hein, et surtout, ce qui est marrant, c'est que là, on a beaucoup parlé des dalles OLED de l'iPhone 10. Oui. Il est les technologies sont séparées. On peut tout à fait imaginer TrueDepth et Face ID sur un écran LCD, ce qui ferait baisser ce qui ne ferait pas monter stratosphériquement le prix de l'iPad Pro. Donc effectivement, on l'attend avec impatience. Bien sûr. Et puis il y a cette news que vous avez dû voir passer. On en discutait avec Jean-Christophe. On a frôlé l'émeute en Malaisie pour des iPhones à $50. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Christophe ? Alors, c'est assez amusant. Enfin, c'est pas amusant. C'est fou. C'est une piqûre de rappel pour tous les gens qui pensent que Apple, c'est un marché de niche et que tout le monde veut de l'Android. C'est une boutique qui faisait du déstockage et qui donc se séparait de vieux iPhones. Ça commençait au 5S. L'iPhone, le modèle à $50, il y avait une trentaine d'iPhone 5S. Ouais. Et ensuite, il y avait d'autres modèles, 6S, 7, jusqu'au 8, je crois, pas de 10. En fait, les modèles à $50, ils n'avaient une poignée. Voilà, juste une poignée. Et ça a attiré des centaines de personnes, voire des milliers d'ailleurs. J'ai vu 11 000 personnes qui faisaient la queue.
dans ce centre commercial. Ouais. La queue commençait bien au-delà, à l'extérieur du centre commercial, et la morale de l'histoire est un peu triste, le magasin n'a pas ouvert ses portes et a déclaré sur Facebook qu'il n'était pas en mesure d'accueillir les 11 000 personnes qui faisaient la queue. Moi, j'aurais dit que ce soit pour un iPhone ou du Nutella, c'est pareil. Voilà. Enfin bon, voilà, voilà, 3-4 petites news pour démarrer l'émission. Il faut qu'on tienne un rythme parce que on a du lourd et on a du contenu. On va tout de suite enchaîner avec la première de nos chroniques et de nos rendez-vous. C'est ce qui sort de la caverne d'Eli Baba. À tout de suite. Voilà, la caverne d'Eli Baba, alors pas en costume ce soir, mais on va dire en civil, Eli Baba, avec un logiciel qui est un VPN. Mais pas que. Et pas que. Alors déjà, qu'est-ce qu'un VPN, Eli ? Alors, un VPN, le nom veut dire Virtual Private Network, c'est un logiciel qui permet de changer virtuellement l'emplacement où on est. Typiquement, vous êtes en France, et bien grâce à un VPN, vous pouvez changer votre adresse IP et faire croire à quelqu'un que vous êtes ailleurs. Ça peut être dans un autre pays européen ou ailleurs dans le monde. Ça permet aussi d'établir une liaison directe de point à point dans certains cas. Ouais. Alors pourquoi Freedom ? Freedom, donc comme la liberté, mais avec un E à la fin, c'est ça, hein ? Oui, c'est en fait le nom du logiciel. C'est une société qui est spécialisée dans la sécurité. C'est une société qui s'appelle F-Secure, qui existe depuis très longtemps. Et donc Freedom, ils ont choisi un nom marketing parce que ça vous donne une liberté d'abord de choisir l'emplacement où vous êtes, mais surtout ça va vous donner une liberté par rapport aux problèmes de sécurité qu'il y a sur Internet. Et je pense que c'est presque le plus important. C'est que c'est un logiciel qui permet aussi de protéger automatiquement contre les sites dangereux, contre les tentatives de phishing qu'on connaît tous, et surtout contre les tentatives de tracking. Donc ça répond à la mécanique de ad blocker qu'on peut voir ici ou là. Ouais. Et donc ça permet d'éviter ça. Et en fait, on se rend compte en l'essayant, parce qu'il y a un tracker graphique, que dès que on le met en marche et qu'on se connecte sur un site presque innocent comme, je sais pas, on peut prendre le site du Monde, le site de Libération, on peut prendre les Galeries Lafayette ou Amazon, immédiatement, vous voyez tous les endroits que le site envoie pour vous récupérer, en fait pour récupérer vos cookies, c'est-à-dire que vous vous connectez pour consulter une news sur Le Monde et vous avez 27 sites à qui Le Monde transmet vos informations, sauf que là, elles sont bloquées. Le logiciel vous montre ce qui aurait pu se passer, mais qui ne se passe pas grâce à eux. Alors, Eli, tu m'as envoyé 8 captures. Il faut que tu me guides pour les passer, parce que je veux bien être synchro avec toi. Est-ce qu'on démarre maintenant ? Il faut que tu me dises. Voilà. Oui. Alors, je t'écoute. Alors, donc, la première image, c'est la fenêtre du logiciel quand on le démarre. Donc, vous avez les différentes options. Dès que le logiciel est off, ça vous donne des petits renseignements. Ça, c'est ma version à moi, en fait. Donc, ça vous dit qu'il est actif encore. Il n'y a rien de secret, rassure-nous. Non. Ça vous dit simplement que j'ai quand même passé à travers le VPN 650 gigas de données, ce qui veut dire que, bon, je suis un tout petit peu en ligne quand même. C'est ça. Et qu'il a quand même bloqué 1423 sites dangereux et 20 640... je vous parle je l'ai sous les yeux, donc là il doit y en avoir un peu moins, 17 000 dans ce que vous avez vous à l'écran, moi je suis déjà à 20 000 parce que je m'en suis un peu servi, donc de tentatives de tracking. Donc, bon, je sais pas où tu traînes, mais je te félicite pas. Bon, un peu partout. Bon alors. Donc, ensuite. Alors, on peut passer à l'image numéro 2. Alors, pour l'activer, il suffit de cliquer sur protection off et donc on passe à protection on. Donc, c'est tout bête, c'est assez basique. Protection on, vous êtes protégé. Donc, c'est juste cette manipulation. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est un logiciel qui fonctionne sur Mac, sur Windows, sur iOS, que je sache, et probablement sous Android. Et c'est la même interface. C'est-à-dire, sur mon iPhone, il suffit de le lancer. Vous avez le même écran. Vous cliquez sur on, vous êtes protégé. Vous êtes totalement protégé. Donc là, l'emplacement, c'est Paris, parce que c'est pas parce que vous utilisez un VPN qu'il faut être dans une contrée exotique. Alors, quels sont les usages d'un VPN ?
Dans un VPN, vous pouvez faire changer d'emplacement. Par exemple, vous voulez regarder la télé française lorsque vous êtes aux États-Unis. Par exemple, Jean-Christophe pouvait utiliser ça et il pouvait regarder Canal comme s'il était en France. Il avait un abonnement légitime, mais juste il ne pouvait pas l'utiliser depuis l'étranger. Avec un VPN, vous pouvez. Alors, je suis passé à la capture suivante, mais là, ça nous dit que vous êtes protégé contre les sites web suspects et potentiellement dangereux. Absolument. Ça, c'est la suite de l'écran qui dit on. Exactement. Voilà. Donc, c'est le deuxième volet sur la gauche. Le premier, c'était le VPN. Le deuxième, c'est protection de la navigation. Et donc, évidemment, tant que Freedom est désactivé, vous n'êtes pas protégé. Mais dès que vous l'activez, ça peut s'activer par défaut au démarrage, vous êtes protégé. Alors, après, il y a un deuxième niveau de protection, on le voit là, contre les hackers, les publicitaires et les sociétés de collecte de données. C'est ça. Ça, c'est la protection anti-tracking. Donc, c'est le troisième onglet sur la gauche du logiciel. Vous avez vu, le premier, c'était le VPN. Le deuxième, c'était la navigation protégée, anti-phishing et anti-site dangereux. Ouais. La troisième, c'est l'anti-tracking. Et donc, ça, on le voit après, donc dans l'écran suivant. Donc là, il vous dit afficher le tracker mapper. Donc, c'est en fait cette carte des logiciels. Donc, il vous fait un enregistrement pendant 24 heures si vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pendant 24 heures pendant que vous êtes sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est une façon de voir ce qui s'est passé réellement si vous ne le croyez pas. Parce que quand vous êtes convaincu, il suffit de lui dire « protège-moi » et on s'en fiche de ce qui se passe. On veut juste être protégé. Mais le tracker mapper est assez intéressant. Donc ça, je pense que c'est l'écran suivant. Et c'est assez intéressant à voir. Donc, bon, j'ai pris Nice Matin. En fait, il donne la liste à côté sur la gauche des trackers, donc des sites qu'il a protégés. Je me suis connecté à Nice Matin. Et bon, Nice Matin, vous voyez, il y a autour un certain nombre de sites qui auraient bénéficié automatiquement de toutes mes informations marketing transmises par les cookies. Donc, le style d'article que j'ai consulté, ou j'en sais rien, si je cherche sur Amazon une lampe, bizarrement, je vais recevoir sans protection 25 000 annonces comme par hasard de lampes. L'autre jour, je cherchais une petite valise de voyage Samsonite. Et ben, depuis 15 jours, dès que je me connecte sur un site, je reçois une publicité Samsonite. C'est extraordinaire, mais ça vient de ça. Et donc, ça montre cette sorte de constellation où vous avez, quand vous le faites pendant 24 heures, il peut y en avoir des centaines. Et en fait, il suffit de cliquer sur le rond central, ça vous donne le site. Et sur les petits noyaux qui sont autour, ça vous donne les sites de publicité auxquels ce site central a essayé d'envoyer vos cookies. Évidemment, il ne l'a pas fait, mais il aurait pu le faire sans ça. Et après, vous avez une liste sur la gauche, le best-of des sites dont il vous a protégé. Si tu prends l'écran d'après, en fait, c'est simplement un log. Ben voilà, c'est un log qui dit, voilà, lemonde.fr a essayé de vous traquer et il y a toute une série de pubs. Libération, pareil. Nice Matin, pareil. J'ai pris 3 journaux et ça vous montre tous les sites. Il y a des ads quelque chose auxquels il a essayé d'envoyer mes coordonnées. Voilà, donc... on a presque fini, hein. Oui. Et là, ça montre tout simplement que lorsqu'on choisit un emplacement, un des intérêts de Freedom, et je vais vous expliquer après en conclusion pourquoi il est différent des autres VPN, gratuit ou pas, celui-là est payant, mais il n'est pas très cher. En plus, il y a une offre et il y a même une possibilité de l'essayer. Donc, c'est que Freedom, il a des vrais VPN. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'une translation d'adresse qui fait que les services de télévision un peu intelligents vous disent ah, « Petit malin, tu me fais croire que tu es aux États-Unis alors que tu es en France. » Ben non, là, ils ont des vrais serveurs. Et donc, c'est comme si vous étiez aux États-Unis. Vous avez côte Est, côte Ouest, Sud et Nord. Et en Europe, là, il a montré un certain nombre de pays. Donc, il y a 15 endroits en Europe. Il y en a 9 aux États-Unis, 3 en Asie, 1 en Océanie, et ils sont très clairs. Pour ceux qui veulent utiliser, par exemple, le VPN pour faire du... Oui. On est là. Donc, qui veulent utiliser le VPN pour faire du téléchargement, pas forcément toujours légal. Freedom respecte la législation de chaque pays sur le peer-to-peer. Donc, si vous vous connectez, par exemple, en Hollande et que la Hollande interdit le peer-to-peer, Freedom ne marchera pas pour du téléchargement. Si vous vous connectez en Suède, où le peer-to-peer est totalement légal, puisqu'il y a même un parti au Parlement qui est un parti pirate, eh ben, vous pouvez télécharger en peer-to-peer tout à fait sans problème.
Donc c'est vous qui choisissez à travers quel pays vous le faites, si c'est pour faire ça. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que il n'y a jamais eu de problème de bande passante. Comme c'est une société professionnelle, moi j'ai fait des essais de téléchargement en ADSL pur, j'ai fait des essais de téléchargement en fibre, et je n'ai jamais eu de limitation par le VPN. Alors que normalement, un VPN gratuit, ça télécharge, oui, anonymement, mais ça télécharge pas vite. Là, vous téléchargez à pleine vitesse. Il n'y a jamais eu de coupure depuis plus d'1 an que je l'utilise. Et pour ça, ça coûte quelques euros par mois. C'est pas très cher. Ah, c'est un abonnement. Oui, c'est un abonnement qui peut être monomachine, 3 machines ou 5 machines. C'est par an, mais ça doit coûter quelque chose comme 4 euros par mois. Pour l'avoir sur 3 ordinateurs. En fait, on va vous mettre un lien pour ceux qui sont intéressés, qui vous permet de télécharger une version gratuite, je crois que ça marche entre 5 ou 7 jours, et que vous pouvez ensuite, si ça vous plaît, vous pouvez simplement cliquer et ça active la licence. Voilà, donc ça marche bien, c'est un truc qui peut démarrer automatiquement, et même si vous ne l'utilisez pas pour changer de pays virtuellement, ce qui peut être amusant, rien que le fait d'être protégé contre toute tentative de phishing, de sites dangereux ou de transmission de vos données, ben là vous êtes tranquille et protégé tout le temps. Bon, ok. Merci pour cette pépite sortie de ta caverne, Eli Baba. Juste, alors, on s'est dit 5 minutes max. Bon, yes. T'as dû faire 8. Aïe. Donc voilà, tu seras puni évidemment, mais c'est bien déjà. Hein. Premier essai, bien, bravo Eli, très intéressant. Un VPN, c'est vrai que ça peut servir. Et après tout l'aspect protection, voilà. Moi je suis toujours un petit peu méfiant vis-à-vis de ces sociétés qui nous promettent de nous protéger, mais je sais pas ce que tu en penses. Alors, je suis d'accord avec toi, mais c'est un des intérêts, Eli, justement, la société dont parle Eli, F-Secure, c'est une société qui a pignon sur rue en matière de sécurité, et depuis des années. Il y en a d'autres qui ont des problèmes aussi. Certes, mais voilà, on peut se dire au moins que c'est pas une échoppe qui risque de pomper tes données ou de les revendre au plus offrant. C'est sûr. Et surtout, je voulais juste faire une insiste, c'est que le VPN c'est bien pour, comme l'a très bien dit Eli, continuer à regarder les programmes français quand on est à l'étranger. C'est surtout très utile pour protéger ces données des oreilles et des yeux indiscrets. Donc ça, on a la chance, que ce soit aux États-Unis ou en France, de vivre dans des pays à peu près démocratiques. Il y a plein de pays dans lesquels le VPN n'est pas un luxe mais un besoin. Absolument. Donc merci beaucoup Eli. Certains pays où il est interdit d'ailleurs. Hein ? Par exemple, en Chine, si tu veux accéder à Google, si tu n'as pas un VPN, c'est mort. Hein. Ah, c'est impossible. C'est ça. C'est impossible, et mieux vaut le télécharger avant de partir, parce que tu ne peux pas non plus les télécharger quand tu es là-bas. Donc, il vaut mieux les installer avant de partir. Merci Eli. On va continuer avec un petit peu d'actu quand même, puisque nos amis sur Twitter... Philippe Legrand notamment, qu'on salue, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Philippe, on se demandait où tu étais. Tu es de retour, c'est génial. Philippe nous dit l'iPhone SE borderless, je n'y crois pas, ce serait trop en concurrence avec le 10, donc l'iPhone 10 en termes de design, qui pour l'instant doit garder cette exclusivité, en tout cas jusqu'au refresh de la gamme en septembre. Qu'en penses-tu Eli ? Oui, moi je suis d'accord, totalement. Il faut garder cette... et il n'y aura pas de modification dans le design avant le mois de septembre. Si jamais il y a un SE2, ou quel que soit le nom qui sortait avant, ça serait un SE plus rapide, un SE avec un écran plus grand, mais ça ne serait pas un iPhone 10 moins cher. Ouais. En aucun cas. Bon, il y a quand même des accessoires qui apparemment sont en relative rupture de stock. Ce sont les bracelets pour l'Apple Watch. Est-ce que c'est vrai ? Et qu'est-ce que ça peut indiquer ? Apple tradition. François, tiens, petit tour du côté de François. Sans doute une nouvelle gamme de bracelets. Généralement, ils ont tendance à en sortir des nouveaux au mois de septembre et au mois de mars-avril pour le printemps, l'été. Donc je pense qu'on va vraisemblablement avoir le droit à des nouveaux bracelets, des nouvelles couleurs, toutes plus belles les unes que les autres, évidemment. On a vu un bracelet pour les Jeux Olympiques à Rio. Enfin, on a vu des bracelets d'ailleurs. Est-ce qu'on en aura pour la Coupe du Monde de foot ? Bof, est-ce qu'Apple... Pas trop. Trop commercial peut-être la Coupe du Monde, non ? Il y a moins le côté olympisme, non ?
Mais en tout cas, il y a le côté refresh du printemps. Apple fait toujours un refresh de bracelet. C'est pour ça que le keynote de mars, il y a plusieurs petites choses à montrer qui misent bout à bout. Surtout que, on en a parlé abondamment ici, la période de l'hiver a pas été très tendre pour Apple, et donc si en termes de communication j'entends, et donc un petit keynote pour dire on est là, on continue à faire évoluer les choses, serait pas déplacé. Ouais. Bon, j'en profite pour faire un coucou, envoyer une bise à Gilles Dounès et à Guillaume Jette. Gilles pouvait pas être là ce soir, Guillaume est un peu sous l'eau avec ses activités, mais ils seront de retour très bientôt. Et Gilles, qui était là la semaine dernière, sera de retour très bientôt. Et Guillaume aussi, on l'espère et on les embrasse. Et on les embrasse aussi, j'imagine, de votre part. À propos de ton test, de ton Freedom sorti de ta caverne, Ellie, on a iMedi qui t'envoie la capture, je pense, de son propre Freedom. Oui, en te disant que tu es au top. Mais merci. Ah. Merci. Je profite juste pour faire une petite dédicace spéciale de cette émission pour un de nos spectateurs, Frédéric Cavaille, qui très gentiment a dit qu'il allait nous regarder depuis son lit d'hôpital, car il est hospitalisé. Alors on lui souhaite plein de bonnes choses et on pense à lui. Absolument, Frédéric. Bon courage, Frédéric. Un fidèle aussi qui est là très souvent. On pense à toi, Frédéric. Bon courage. Allez, on va passer à notre deuxième gros sujet de la semaine. Alors là pour le coup c'est un vrai test, un test pur et dur. C'est le test de la semaine et c'est avec Jean-Christophe dans un instant. Jean-Christophe, il a déjà la boîte entre les mains, le câble USB entre les dents. Mais qu'est-ce que c'est ? La Circle 2, c'est donc une caméra de vidéosurveillance, oui. Christophe ? Alors, malgré son auteur, on sait que Logitech est très connu pour ses webcams, même si aujourd'hui ils se sont un peu diversifiés dans les claviers et souris. Malgré son look, elle ressemble, pour les anciens, elle ressemble justement aux caméras Logitech, vous savez, qui ressemblaient, tu te souviens peut-être, Benjamin, qui ressemblaient à des boules. Qui tenait sur un pied en triangle. On n'a pas affaire ici à une webcam, mais bien à une caméra de surveillance. Alors, tu vas me dire quelle est la différence entre ces deux objets, d'autant que, comme tu le vois, elle se branche aussi en USB. Logitech fournit bien entendu une prise dans la boîte parce que on peut vouloir brancher cette caméra de surveillance loin de son Mac. Ce qu'elle a de particulier, première chose, c'est que elle est étanche. On peut l'attacher à l'extérieur de sa maison. Le pied, comme tu viens de le montrer, est très articulé. Alors c'est pas ce pied-là qu'on met dehors, bien sûr. Il y a un autre pied dans la boîte. Ça me fait penser à l'iMac tournesol. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dont François nous parlera peut-être un jour. Sûrement. Ce sera un iStory sûrement pour François. Voilà. Et donc on peut fixer cette petite caméra contre le mur de son garage ou à son Porsche. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette caméra ? Parce que les caméras de surveillance sont dans l'actualité en ce moment. Nos amis d'Amazon ont dépensé la semaine dernière un petit $1 milliard pour la sonnette caméra Ring, justement parce que il y a tout un intérêt à identifier non seulement des voleurs potentiels qui arriveraient chez toi, mais aussi un livreur. Les fameux livreurs, alors pas ceux de Chronopost puisque eux ne s'arrêtent pas devant ta porte, mais c'est du vécu, mais ceux de DHL ou de FedEx, savoir qu'ils arrivent et se tenir prêt pour le revoir, ça peut être pratique. Un autre mais c'est Amazon qui veut prendre en photo le colis déposé devant la porte, pour que Amazon veut prendre en photo le livreur pour te garantir que s'ils ouvrent la porte, avec la technologie Ring qui ouvre la porte automatiquement, ils ne l'ouvrent que si c'est un livreur Amazon, bien entendu. Bien sûr. Donc ta maison est sûre. Bien sûr. Ce que te dit Amazon. Moi, j'ai utilisé cette caméra pour une toute autre utilisation. Moi, j'utilise à l'intérieur, puisque j'ai un appartement et pas une maison. Ouais. Je l'ai utilisé pour mon chat.
Nos spectateurs qui ont des amis à quatre pattes me comprendront, parce que cette caméra a un autre avantage par rapport à une webcam toute bête. Elle fonctionne en infrarouge. Quand le noir se fait dans ton appartement, elle se met le chat. Il est là. Et il est là. Elle se met elle est. Alors là on repasse en couleur évidemment. Mais ça permet aussi de garder un œil sur nos amis à quatre pattes, sur des visiteurs éventuels. Et elle a un autre avantage pour nous, utilisateurs Mac, que je vais te montrer tout de suite. Alors évidemment, je ne peux pas vous montrer en direct ma maison, mon appartement, parce que la caméra est avec nous sur le plateau. On doit donc se contenter d'une capture d'écran, mais je ne sais pas où je peux la montrer. Alors là, pour l'instant, on voit la vidéo. Pour l'instant, on voit la vidéo. On revient sur toi. Ok. Voilà. Cool. Montre-la de face, là. C'est là que ça se passe. Là. Vous voyez... Ici, on est sur la vue HomeKit classique, l'application maison qu'Apple a introduit dans la version 10 d'iOS. Et vous voyez qu'en bas, ici, on voit la caméra. Oui. Ce que voit la caméra apparaît directement dans l'application maison. Et aussi, et je peux pas vous le montrer parce que la caméra est sur le plateau, mais aussi sur l'Apple Watch. Donc vous êtes en déplacement, en réunion, vous vous demandez si tout va bien chez vous, hop, discrètement, vous avez la vision de votre caméra, c'est très futuriste, ça marche parfaitement. Il y a une dernière chose dont je voulais parler, c'est que... pas gros, hein? Non, c'est pas gros, et elle détecte les mouvements. Tu l'as mise où, par exemple? Alors, elle a en hauteur, tu l'as mise sur une table, tu l'as mise non, elle est, dans la bibliothèque. Elle est à hauteur d'homme dans la bibliothèque. D'accord. Et elle a un objectif très large, et donc elle montre toute la largeur tout ton de mon salon et toute la profondeur. Et surtout, elle vous envoie une notification quand elle repère quelqu'un. Je reviens à nos amis à quatre pattes. Quand je suis parti en vacances pour le réveillon, je faisais garder mon chat. Et dès que la personne qui gardait le chat venait, on était alerté. Et donc on pouvait voir si elle s'occupait bien du chat et si le chat était heureux et en bonne santé. Pas mal. Voilà. Pas mal. Donc moi c'est un produit que j'aime bien, qui est pas très cher pour tout ce qu'il fait. Il est vendu 170 €, notamment sur Amazon. On vous mettra un lien sur le site pour ceux qui sont intéressés. Alors c'est pas vraiment un défaut, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Si vous voulez stocker si vous voulez justement vous en servir comme une vraie caméra de surveillance et éventuellement revisionner ce qui s'est passé au cours de la journée ou au cours de la semaine, ça demande à être stocké sur un cloud. Logitech fournit le cloud et bien entendu, comme c'est de tradition aujourd'hui, le cloud est soumis à un abonnement mensuel qui est pas donné. Moi j'en ai pas l'usage, donc j'ai pas utilisé cet abonnement. Si on s'en sert au coup par coup, comme c'est mon cas, c'est gratuit. Mais 31 jours de stockage coûte 10 € par mois, 14 jours de stockage, 4 €. Donc voilà, par mois. Donc il faut le savoir. Alors, Ellie les bons tuyaux, comme t'appelles Stuff Mac, qu'est-ce que t'en penses, toi qui connais bien le sujet? Écoute, moi j'aime bien, je trouve qu'elle est très aboutie, moi j'adore les webcams, celle-là elle a plein de fonctions, donc le prix est raisonnable tout en étant un peu dans le haut de gamme, puisqu'aujourd'hui tu trouves sur Amazon des webcams à vraiment pas cher, mais celle-ci a pas mal de fonctionnalités, elle est esthétique, elle est très petite, donc je ne l'ai pas encore testée, mais je crois que j'ai eu envie de la tester en la voyant, donc je pense que je vais m'en prendre une assez rapidement pour voir ça. C'est une recommandation Watch. Bon, c'est une recommandation Watch. Alors, pour les tests, on s'est promis de vous donner les infos essentielles, donc constructeur, modèle, etc. Tout y est. Les plus, les moins? Les plus fonctionnent à l'extérieur et à l'intérieur, le jour, la nuit, compatible HomeKit. Enfin, sous réserve de la brancher à l'USB à l'extérieur, quoi. Non, elle est fournie avec une prise.
Donc il faut avoir une prise à l'extérieur, Oui. mais dans ce cas-là, il fonctionne. Compatible HomeKit, ce qui est relativement rare, et surtout pour les prix que mentionnait Elise, c'est pas le cas. Ouais. Donc pour une caméra compatible HomeKit, elle est relativement raisonnable. Les moins, le système d'abonnement qui c'est quand même un budget si vous souhaitez l'utiliser comme ça. Et c'est à peu près tout. J'aimerais qu'elle ait un angle de vue encore plus important pour voir encore plus de choses, mais globalement, elle fait très bien son travail. Bon, il y a un dernier critère qu'on va donner systématiquement quand on fera des tests, c'est notre note sur 5. Alors, je lui mettrai un 4 sur 5. 4 sur 5, très bien. Très bien. On est en train de préparer un petit truc visuel bien sympa pour les notations des tests qu'on fait désormais dans iWeek. Petit détour par Twitter avec Joël qui dit que c'est une caméra nyctalope. C'est génial, dit-il. Il a raison. Il a raison. J'avoue mon ignorance. Je vais aller chercher dans le dictionnaire. Ah, alors dans les moins, moi j'étais un peu déçu. On a tous l'habitude en regardant des séries télé ou des films de voir une vision nocturne en vert. Et là, elle est plus grise que verte. C'est un peu dommage, mais c'est un petit détail. Bon, d'accord. On a des messages qui concernent le début de l'émission. À propos du VPN de Freedom, Shinji nous dit ça fait peur tous ces sites qui traquent, et c'est vrai. Paquito73 nous donne une idée de punition pour Ellie, sans doute rapport à la piscine. 3 jours d'utilisation d'un PC sous Windows 10 et d'un téléphone sous Windows 10 mobile. Ah non, c'est trop dur là. On va y penser, c'est une très bonne idée. Stuff Mac toujours nous demande si on a des nouvelles des lunettes de réalité augmentée signées Apple, j'imagine. Est-ce que vous avez entendu des choses? Non, rien. Non, on a dit 2020, non. On sait que ça les intéresse et qu'ils bossent dessus, mais... Ce qu'on peut en dire, c'est que Tim Cook est anormalement prolixe sur le sujet, donc on peut imaginer que ça arrive un jour. On parlait tout à l'heure brièvement, on aura le temps d'en reparler, de la WDC. C'est typiquement le genre de produit qui ferait sens lors de la conférence des développeurs, justement parce qu'Apple parle beaucoup du kit de développement en réalité augmentée. Donc effectivement, c'est un périphérique qui se marierait bien avec une WDC qui devrait être assez pauvre en annonces, si on en croit ce qui s'est dit depuis plusieurs semaines. Ah ouais, moi je crois toujours aux bonnes surprises. De dernière minute, je suis positif. À propos de technologie, Ellie n'est pas d'accord avec moi, mais... Ellie... Pas cette année. Ah en fait, ouais, mais tu sais, moi tous les ans on me dit pas cette année, j'en ai marre. Donc cette année, je vous dis que moi ça va y aller, ça va disperser façon puzzle à la WDC, je l'espère. Et il y a quelques années, à la WDC, Apple est arrivé avec une technologie qu'Intel avait dans ses labos et qu'Apple a appelé le FireWire. On va remonter cette histoire avec l'iStory de François Le Truedic. À tout de suite. Voilà, iStory, c'est l'histoire des produits, des technos, des accessoires qui ont marqué l'histoire d'Apple avec François. François, tu étais parti pour nous faire un peu le panier de la ménagère de toutes les technos de connectique, et tu t'es finalement arrêté sagement sur le FireWire. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, comme je le disais en début d'émission, en introduction, t'en as parlé la semaine dernière quand on a évoqué le dock d'OWC, qui est quand même un dock qui est hyper prolifique en matière de prise. Et c'est vrai que j'étais surpris de voir une prise FireWire, parce que c'est quand même une prise qui a disparu depuis quelques années maintenant sur le Mac. Faut savoir que le FireWire, ça date quand même, les origines, c'est les années 80. Donc au début des années 80, il y a plusieurs constructeurs qui se sont dit, finalement, si on partait sur une prise un peu plus standardisée pour éviter des incompatibilités. Donc il y a principalement 2 ingénieurs qui bossaient chacun de leur côté, qui s'appellent David James et Michael Joas Sinner, qui bossaient en fait dans 2 entreprises différentes et qui ont fini par être embauchés chez Apple pour développer le FireWire. Donc les premières démos publiques du FireWire, ça date des années 93. Donc ce que je te propose, ça va être de lancer la première vidéo où Steve Jobs nous introduit le FireWire, la première présentation du FireWire sur le Mac. Donc on est en janvier 99. Tu veux qu'on l'écoute ou on le regarde pendant que tu nous expliques? On peut l'écouter, parce que c'est peut-être trop tard maintenant, mais c'est quand même assez énorme, Steve Jobs
dans sa facilité, dans sa faculté à présenter les choses de belle manière, réussit à se faire applaudir sur le fait que le Mac soit compatible FireWire, qui est quand même assez... voilà, le fameux champ de la distorsion de la réalité de Steve Jobs, on le retrouve ici. Tout le monde applaudit en mode « Ouais, super, une prise FireWire ». Bah, on l'écoute ou on l'écoute pas? On l'écoute. Ah bon, bah on l'écoute alors. One interface to connect to both internal disk drives and bring a connector out the back to connect to disk drives externally and other peripherals like scanners and other things. Le SCSI, hein. The problem Souvenir. was history has passed it by. Because SCSI is now, the SCSI that Apple builds in for the external port is du coup, là, il nous way too présente slow les gros to avantages serve du internal disk drives. FireWire. For internal disk drives, Alors, le FireWire, il a été implanté dans les Power Mac G3, donc pour les plus anciens parmi nous qui s'en souviennent, les grosses masses avec les deux grosses poignées. Et puis, on l'a retrouvé ensuite dans l'iMac. Donc, il avait plusieurs avantages. Alors déjà, le premier avantage, évidemment, c'était le débit. Le débit donc, de 400 mégabits à la seconde, qui est quand même assez énorme à l'époque. C'était énorme. Ouais. C'est énorme, à l'époque c'était énorme. Et l'autre gros avantage que les on le voit là. Voilà. Vidéo, on le voit ici, donc la différence entre le SCSI et puis le FireWire. Le gros avantage aussi, on le voit ici, c'est le chaînage, donc c'est-à-dire qu'on pouvait chaîner jusqu'à 63 appareils en FireWire. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde à l'avoir utilisé, mais moi je me souviens à l'époque de pouvoir chaîner 2, 3, 4 disques durs les uns aux autres. C'était quand même super pratique. Le seul gros inconvénient du FireWire, c'était le fait qu'il nécessitait une puce particulière sur la carte mère. Donc c'était un petit composant en plus à implémenter, donc du coup ça représentait un coût supplémentaire pour le fabricant. Donc pour l'anecdote, petit clin d'œil à Guillaume qui n'est pas avec nous ce soir, mais quand ils ont développé la prise, ils ont eu envie de faire quelque chose d'un peu original, et ils ont fait un petit clin d'œil à la Game Boy, parce qu'en fait la prise, le connectique du FireWire était très ressemblant avec la prise de la Game Boy à l'époque. C'est vrai. Il ressemblait assez à ça. Et je me trompe ou le premier iPod était FireWire? Le premier iPod était FireWire. Je crois même que les deux premières générations, si je dis pas de bêtises, mais ce sera confirmé. Mais... C'est ce qui permettait de transférer les chansons super vite. De manière super rapide. Donc on a une petite vidéo en fait qui montre le gros avantage. Donc ça c'est la deuxième vidéo. Donc pareil, on retrouve Steve Jobs qui nous montre le gros avantage de la prise FireWire, qui permet en fait de pouvoir relier une caméra, un caméscope au Mac. Et donc du coup, si vous regardez sur la vidéo que je vous ai envoyée, donc la deuxième, on voit Steve Jobs qui... Je vais y arriver. T'inquiète pas, qui se connecte à une caméra. Et on le voit sur l'écran, tu peux même la mettre en plein écran si tu veux. Voilà. Et donc l'avantage, c'est que ça permettait, et c'est là-dessus qu'Apple a mis énormément le paquet, c'était sur le fait qu'on puisse faire du montage vidéo et qu'on puisse relier directement des caméscopes numériques à un Mac en direct. Ouais, et c'était hot pluggable comme on dit, on pouvait le brancher, le débrancher. C'est ça. C'est ce qu'il vient de montrer d'ailleurs. Je me souviens d'avoir fait des captures de mini DV avec le caméscope relié en FireWire. Donc en 2003, on voit une évolution du FireWire avec le FireWire 800, donc qui est 800 mégabits à la seconde. Mais petit à petit, le FireWire va se perdre. Alors il y a une raison toute bête en fait. Étant précurseur du FireWire, Apple exigeait, à l'origine, voulait exiger $1 pardon, de franchise en fait pour chaque ordinateur équipé d'un port FireWire. Intel était contre, a essayé de négocier et ils ont réussi à descendre à $0,25, mais ça n'a pas suffi. Et donc Intel a promu l'USB 2 et du coup Intel, d'une certaine manière, a tué le FireWire aussi par ce biais-là. Il y avait très peu de PC, surtout les entrées de gamme, qui avaient des prises FireWire. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Et donc le premier Mac à plus avoir eu de port FireWire, c'était le MacBook Air en 2008. Donc vous vous souvenez avec la fameuse présentation, on y reviendra un jour, je pense, sur l'enveloppe à la keynote. Et Apple a fini par supprimer le port sur tous ses Macs et l'a remplacé par le Thunderbolt. Super François. Ah bah tu vois. 5 minutes. Hein, ça fait bien les 5 minutes et c'est super intéressant parce que voilà, c'est une techno qui a marqué l'histoire d'Apple, hein, n'est-ce pas Ellie? Oui, absolument. On se rappelle bien de tout ce qu'on faisait avec et le fait de ne pas configurer les switches, ce qui était une des angoisses du SCSI, c'était vraiment un énorme plus à l'époque. Et on était tous ravis de l'utiliser. Et il y a encore des clients qui nous en demandent du FireWire parce qu'ils ont des caméscopes d'ancienne génération, du Sony, des choses comme ça, du DV. Bien sûr.
Et ils cherchent des câbles et c'est très difficile à trouver aujourd'hui. Ouais. Bon, j'en ai plein. Hein. Si vous voulez des câbles FireWire, j'en ai plein. Hein. Écrivez au journal, on transmettra. Voilà, exactement. Bon, vous savez que le temps file. On a encore un rendez-vous sous forme de chronique avec Jean-Christophe. Juste les questions Twitter. Effectivement, Jérôme nous rappelle l'iSight, cette webcam externe qui était FireWire, qui était magnifique, ce cylindre là, oui. Avec l'objectif qui s'ouvrait, qui se fermait, c'était juste top. Que vous dire d'autre? Une question de Philippe Legrand sur un des sujets qu'on avait prévu ce soir d'aborder, les rumeurs autour d'un casque audio haut de gamme chez Apple. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a à la fois un casque Beats et des écouteurs intra-auriculaires dans le pipe apparemment. Hein? Oui. Non, le casque serait pas un casque Beats justement. Ah, ce serait pas un casque Beats. La rumeur prétend qu'Apple, qui décidément a une passion pour l'audio ces temps-ci avec l'HomePod, sortirait son propre casque. Alors, on peut imaginer qu'ils impliqueraient des ingénieurs de Beats quand même, ils les ont payés assez cher, mais sous la marque Apple pour du très haut de gamme. Et absolument, c'est ce que j'ai lu moi aussi. Donc ça serait un casque à réduction de bruit. Donc ça serait un casque qui couvrirait l'oreille pour une réduction de bruit parfaite. Et en fait, le target, c'est de faire mieux que Bose s'ils y arrivent, parce que Bose est quand même une référence qui est là. On a essayé Beats, le casque actuel studio. La réduction de bruit est loin de valoir celle de Bose, donc je pense qu'Apple veut aller au-delà, mais du coup ça risque de nous donner un produit pour la fin de l'année, c'est ce qu'on a lu, qui serait quand même dans un niveau de prix assez sévère. Assez sévère. Ouais. Bon, voilà pour cette réponse, Philippe, sur ce casque. En tout cas, avec le HomePod, il y a sans doute de l'audio, hein, qui a les AirPods 2 aussi. Enfin, il y a sans doute pas mal d'audio en cours de développement du côté de chez Apple. À propos de HomePod, on va parler d'une enceinte et d'un système concurrent de Siri, voilà, connecté, concurrent. Voilà. C'est l'objet de Vue d'ailleurs, la chronique de Jean-Christophe. À tout de suite. Vue d'ailleurs, l'actu internationale de l'écosystème Apple, vue par Jean-Christophe Vigne. Et on se souvient du Super Bowl, Jean-Christophe. Oui, de cette pub pour Alexa. On se souvient de cette magnifique pub, et la chronique en forme de clin d'œil. Je te laisse peut-être montrer la pub à nos amis. Vas-y, raconte-nous comment on la voit. Amazon au Super Bowl, vous savez que le Super Bowl c'est l'émission de sport la plus regardée aux États-Unis et au monde, et la pub d'Amazon c'est que faire si Alexa perdait sa voix, et tout l'enjeu justement c'est que si Alexa perd sa voix, des acteurs, des spécialistes dans leur domaine, il y a Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Là, on voit Bezos qui apprend qu'Alexa a perdu sa voix, mais ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Et on se rend. Là, on a un utilisateur qui pose une question à Alexa, et voilà, des gens connus. Alors, un grand sportif, on va voir une chanteuse qui remplace Alexa, et c'est là où c'est amusant. Oui, tout ça c'était pour rire. Voilà, tout ça c'était pour rire. C'était de la fiction. Ouais, c'était de la fiction. Et patatras, vendredi dernier, Alexa est vraiment devenue iPhone. Les internautes américains qui essayaient de demander à Alexa d'allumer leur lumière, de savoir s'il fallait mettre un pull, si était présent, se retrouvait avec un cercle désespérément, alors là il est bleu sur la photo, il devrait être orange, oui, qui montre que Alexa n'entend rien. Alors, en soi, ça peut arriver. Le problème, c'est que, voilà, le cercle est orange pour montrer qu'Alexa est iPhone et ne peut pas répondre. Ça peut arriver, sauf que Amazon n'a absolument pas communiqué sur le sujet, et on a des tweets d'utilisateurs qui s'interrogent et qui évidemment rebranchent toutes leurs connexions internet, font des resets partout en se disant ça vient forcément de chez moi, alors qu'en fait c'est Amazon qui était planté. Et comble de malchance, c'est arrivé un vendredi. Il faut savoir que tous les possesseurs d'Alexa aux États-Unis et en Angleterre attendent le mail du vendredi qui est
Quoi de neuf pour Alexa ? Puisque tous les vendredis, Amazon, je vous ai montré, c'est une copie d'écran de mon propre email, où Amazon vous dit « Regardez, vous pouvez demander à Alexa de vous dire une poésie, c'est tellement pratique !» Sauf que ce jour-là, rien, ça marchait parce pas. que les serveurs d'Amazon étaient down, et pendant plusieurs heures. Alors c'est une chronique en forme de clin d'œil, parce que on dit du mal de Siri, et j'en dis souvent, ça n'est jamais arrivé à Apple. Ouais. Siri, jusqu'à présent, a toujours répondu présent et je trouve qu'il fallait le signaler. Absolument. Bah voilà, écoute, super. Je dirais que en fait, les Américains ont eu la panne d'Alexa et nous on a TF1 qui disparaît sur les box. En fait, c'est ça, c'est la même chose. On a chacun ses problèmes, quoi. Voilà. Voilà les amis, petit tour par Twitter avec vos messages. On a Shinji qui nous dit j'aime bien la Circle 2. Donc tu vois, tu as peut-être donné des envies effectivement à nos fidèles, à nos amis sur devant Watch de s'intéresser à cette caméra. Elle est sortie il y a combien de temps ? Elle est sortie il y a presque un an, ouais. Mais ils la mettent à jour régulièrement. Il y a une mise à jour qui est sortie au mois de février, justement pour avoir des alertes en cas de mouvement de personnes. D'accord. Il nous reste environ 1 minute. Ellie, je voudrais juste qu'on dise un mot avec toi, vraiment un mot. Hein. Apple Watch, iPhone 10, en termes de vente, t'avais des choses à te dire là. T'as 1 minute. Oui, absolument. C'est tout simplement parce qu'on a discuté à plusieurs reprises de ces rumeurs, l'iPhone 10 se vend pas, etc. Et on a tous vu dans les résultats d'Apple que ça se vendait plutôt pas mal. Et j'avais un graphique, si j'arrive à le passer à l'écran, c'est une première, on n'a pas fait de répétition. Ah, ça se tente. Donc je ne sais pas si vous allez voir l'image. Alors là, ça se cherche. Oui. Voilà. Bon, on ne voit pas trop à quoi ça correspond, mais... Alors justement, et ce qu'il faut, c'est que je la change parce que sinon, ça ne correspondait pas à grand-chose et je vais vous la commenter. Ça, ce sont simplement les ventes AMCS, en fait, des modèles d'iPhone 10 que vous avez en haut. Donc l'iPhone 10 64 et l'iPhone 10 256 et des iPhone 8 et 8 Plus. Donc simplement pour en dire un mot, on en a vendu, et ce sont nos chiffres à nous, plus de 2000 téléphones. Dans ce trimestre, et quand vous voyez la courbe de l'iPhone 10 qui est là-haut, elle est quand même assez impressionnante, et celle du 256 qui est en bordeaux, en rouge un peu plus foncé, elle aurait été proche de l'autre si on avait eu plus d'iPhone 10 256 au mois de novembre, puisque là vous avez, évidemment au début il n'y avait pas d'iPhone 10, donc il ne pouvait pas se vendre. Elle revient à l'image. Oui. Donc, alors hop, je reviens à mon image. Et il nous reste vraiment 20 secondes, hein, Ellie. Voilà, donc si c'était tout simplement pour dire que l'iPhone 10 a toujours été au-dessus largement des autres et qui s'est vraiment bien vendu. Bon, bah écoute, merci pour cette indiscrétion qui ne concerne que MCS. Hein, Non, mais c'était pour vous donner un vrai chiffre de quelque chose qui s'est passé, et pour vous dire que normalement c'est un produit qui s'est bien vendu, contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là. Ok, super. Donc, voilà. Ellie. Il faut qu'on se quitte parce que sinon on va être coupé par le gong. Vous savez, c'est sans pitié sur Watch. Merci beaucoup à vous d'avoir passé cette heure en direct avec nous. On sera de retour la semaine prochaine à 20h pour un nouveau numéro d'iWeek. Merci beaucoup Jean-Christophe. À très très vite. Merci à toi et à très bientôt les amis. Merci Ellie. Tu es désormais représenté par ce très beau graphique. Salut, à très très vite. Il n'arrive pas à l'enlever, désolé. Et salut François. Salut à tous, passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Ciné-Watch avec en invité en direct à 22h le réalisateur et l'acteur d'un des films qui sort aujourd'hui au cinéma. À la semaine prochaine.